Ah, il faut toujours qu'il ouvre sa gueule. Hein. Ouais, toujours. J'avais oublié. Bah, voilà. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber et nous allons découvrir ensemble le cœur des podcasteurs avec... Jeff Domenech, gloire à Marc Esposito, le dernier des réalisateurs à nous faire danser les slows. Marc Esposito, moteur, action. Alors moi c'est Marc Lavoine, je suis chanteur. Dis-moi Marco, ils ont morflé les podcasteurs, non ? Grave. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cœur des hommes sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes cinébuddies pour ausculter ensemble le cœur des hommes avec le grand réalisateur Marc Esposito qui nous fait le bonheur de revenir pour la 5e fois dans l'émission, il n'est pas rancunier, et de nous amener un invité de Marc. Eh ouais, c'est bien. Au pluriel. Donc. Un artiste multitalentueux, véritable homme de la Renaissance, à qui je ne ferai pas l'affront de le présenter car il est beaucoup plus connu que nous. Mais avant que la fête ne commence, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous regardez et écoutez le podcast, en particulier la chaîne YouTube Abracadapod, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Et maintenant, Jeff nous fait le pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre 2 étages. Marie-Hélène, Alex, Jeff, Antoine. Alex, Antoine, Manu et Jeff, quel beau prénom. 4 amis à la fois solides et immatures sont au tournant de leur vie d'adulte. Ils se voient régulièrement, ils aiment tchatcher, s'engueuler, rire ensemble. Issus de milieux plutôt populaires, ils ont atteint leurs objectifs professionnels. Alex et Jeff ont créé un petit groupe de presse sportive qui marche bien. Antoine est prof de gym dans un lycée parisien. Et Manu a une boutique de charcuterie traiteur qui ne désemplit pas. Ce printemps-là, une série d'événements, la mort d'un père, l'infidélité d'une femme, le mariage d'une fille, les touchent et les rapprochent encore davantage. Confrontés à des situations qu'ils ne maîtrisent pas, ils se font des confidences, s'expliquent, cèdent, s'affrontent et se remettent en question. Leur rapport aux femmes est au cœur de leurs problèmes, de toutes leurs conversations et de tous leurs conflits. C'est beau l'amour. Marc, tu vas nous raconter un petit peu le début de l'aventure et comment tout a commencé. Ça a commencé dans le salon de Gérard Darmon, où à l'époque j'habitais souvent chez lui quand je venais à Paris. Et on parlait de sa carrière qui était en panne, hein, puisqu'il n'avait pas encore fait l'Astérix et Cléopâtre qui a relancé sa carrière. Et donc on parlait de sa carrière et je lui disais que comme il n'était plus... il n'avait pas été vraiment jamais un acteur bankable, mais là, il ne l'était pas du tout. Donc, on ne pouvait pas monter un film sur lui. Et fais-le, ce putain de métier. Il a besoin de mecs comme toi. T'as une belle pudeur, mec. Merci. T'es caché au fond de toi-même. On va te faire sortir, on va te faire exploser. Merci, vieux. Tu peux devenir un king. Et moi, j'essayais de faire un film. J'étais sur un autre projet et tout ça. Et je lui dis, il faudrait en fait que tu sois embarqué dans un film choral comme Vincent François, Paul et les autres, ou Un éléphant ça trompe, et que tu sois avec 2-3 mecs plus vedettes que toi qui t'entraînent, voilà. Et en lui disant ça, je me suis dit, mais je vais le faire moi. Ouais. Et je suis rentré où j'habitais à l'époque, et je m'y suis mis tout de suite, et c'est venu vraiment très vite. J'ai dû écrire la première version en 1 mois et demi, je pense. Wow. Mais pour vous donner une idée, sur Le Cœur des Hommes 1, j'ai 280 pages de chute. C'est-à-dire j'ai écrit 280 pages non tournées, wow, que j'ai enlevées au fur et à mesure des versions parce que ça me plaisait pas, je remplaçais Diana. Et en plus, dès le début, j'ai eu comme principe que je voulais absolument que les 4 rôles soient égaux. Ce qui n'est pas du tout le cas ni dans Vincent, ni dans Un éléphant, où il y a toujours un leader et d'autres qui sont plutôt second rôle. Ouais. Là, je voulais que ce soit 4 rôles égaux, et donc je comptais le nombre de répliques, le nombre de lignes, le nombre de pages de présence dans le scénario, vraiment, et donc je faisais mes additions, et quand je voyais, je voulais pas qu'il y ait plus de 20% d'écart entre le mieux servi et le moins bien servi. Ouais, mais ça se sent à l'arrivée. Donc hein. Du coup, quand un avait trop d'avance, hop, je lui ai enlevé des scènes, j'ai rajouté un autre, si cela, et j'ai, voilà.
Ah oui, non, c'est parfaitement balancé. Et Marc, je dois te demander, parce que tu sais que dans les films, par exemple, dans les films de guerre, les acteurs en amont partent faire une espèce de bootcamp où ils apprennent à devenir des soldats. Là, il y a une espèce d'alchimie entre vous. On a vraiment l'impression de voir des vrais amis. Est-ce que tu les connaissais? Est-ce que vous vous êtes connus avant le tournage? Comment ça s'est passé? Parce que c'est... Je crois que je connaissais En tout cas, on était déjà très potes avec Darmon, même puisqu'on jouait aux cartes ensemble et tout ça, on jouait au poker avec lui, oui, il jouait. Ouais. Moi, j'étais très ami avec lui, j'étais très ami avec la femme de Marc, Sarah. Donc c'est grâce à Sarah que je suis devenu ami avec Marc. Et donc on jouait au poker tous les trois. Donc Gérard et Marc se connaissaient bien. D'accord. Je connaissais Campan aussi, parce qu'à cause des inconnus, je l'avais croisé souvent. Ok. Voilà. Mais donc vous n'êtes pas partis un week-end ensemble comme certains acteurs? Alors, non, parce que moi j'ai été pêché au dernier moment en fait, parce que j'étais pas, parce que comme Marc me connaissait, il savait que j'étais quelqu'un de fidèle, que j'ai pas beaucoup d'aventures, je suis pas quelqu'un qui... il est très loin du rôle. Scorsese, il a envoyé De Niro faire le taxi en pleine nuit, il a envoyé prendre 30 kilos pour Raging Bull. Marc Exposito, pour jouer un sex addict, il t'a donné des conseils? Non, il m'a pas donné de conseils. Bon, il m'a pris comme ça sur parole, parce que et ce que j'ai voulu faire, ce qui n'était pas vraiment écrit, c'est que si on lit le scénario, c'est vraiment pas un sale type, mais c'est un coquin, c'est un voyou. Et donc, moi, j'ai essayé de lui donner ce côté. Il fait des conneries, mais on l'adore. Ouais. Tu vois? Absolument. Et donc ça, on a trouvé ça avec Marc. Et puis, je me suis inspiré d'un ami, un ami très proche. Et en jouant, je me suis rendu compte que je jouais mon père. Wow. Parce que mon père, je l'ai écrit dans le roman, mon père trompait ma mère beaucoup, et il était capable de lui dire au lit, mais je te jure que non, enfin, tu rêves, ça s'appelle de la parano. Et donc, si tu veux, je me suis rendu compte, mais en le faisant, je regardais les images avec Marc, je voyais des gestes, et je m'étais éloigné de mon ami, dont je m'inspirais au départ, qui est un garçon qui est très sexy, qui joue avec personne ne lui en veut de dire une phrase, alors qu'un autre la dirait, ce serait terrible. Tu vois, il y a des gens qui ont cette élégance. Et puis je me suis rendu compte que j'étais en train de jouer mon père, et c'est là que j'ai trouvé le personnage. Oui, parce qu'on reste tout le temps avec toi, et c'est vrai qu'on t'aime tout le temps. Je dois dire, pour compléter ce que dit Marc, qu'on n'a pas beaucoup modifié le scénario pour Marc. C'est Marc lui-même qui a amené le fait qu'on aime ce mec. C'est-à-dire, puisque au départ, j'avais écrit ce rôle-là pour Darmon, puisque c'était le rôle le plus drôle des quatre. Et Darmon était très drôle, donc je lui ai écrit ce rôle-là. Et puis, après, au fur et à mesure des différents refus des uns des autres, j'ai pris conscience que Darmon était peut-être un peu trop vieux pour ce rôle-là, d'une part. Et puis, il y a Marc Marc, pour moi, ne pouvait jouer que ce rôle-là. Je trouvais qu'il n'était pas crédible en charcutier traiteur, je pense que c'est évident. En prof de gym... Delon était charcutier. En prof de gym très moyen aussi. Ouais. Pour le rôle de Jeff, il était beaucoup trop jeune. Ouais. Donc ça ne marche. Donc il pouvait faire que ce rôle-là, et c'est pour ça que j'ai mis longtemps, parce qu'il était tellement loin du rôle que j'avais peur qu'il soit intéressant. Voilà. Parce que moi, je suis très fidèle dans la vie avec les femmes avec lesquelles je vis. J'ai 62 ans, j'ai dû avoir 5 femmes dans ma vie. Et si vous voulez, ce que je cherchais, c'était la musique qu'il allait engager quand il était avec ses copains. Et celle avec les femmes, c'est deux musiques différentes. Et celle où il est seul, avec sa fille par exemple, ou des choses comme ça. Et puis, la danse, il fallait que je lui trouve une façon de bouger. Et parce que c'est pas moi. Je bouge pas comme lui, je parle pas comme lui. Un vrai rôle de composition, Et il fallait rendre les choses drôles. Et donc, si tu veux, ça a été ce travail-là que j'ai fait. C'est sur la musique, sur le tempo, même sur un autre film que nous avons fait ensemble, qui est La beauté du monde. J'avais un disque de Daniel Darc, et je l'écoutais tout le temps, et je me suis greffé sur ce disque pour trouver ce calme que le personnage a. C'est souvent comme ça que j'essaie de trouver les personnages, parce qu'à partir du moment où tu mets ta tête dans les mains d'une maquilleuse, d'une coiffeuse et d'une costumière, il faut trouver cette danse. Parce que il faut que Marc se dise « Ah putain, il remplit bien l'espace, il est drôle, il est machin, il bouge. » Et les autres étaient assez comme dans les... Enfin, je veux pas les critiquer, c'est des grands acteurs. Mais ils sont un peu dans les mêmes façons de jouer. Moi, je joue pas la même chose avec Trintignant qu'avec Marc, ou avec Schoendorfer qu'avec Marc. Mais j'en ai fait plus avec Marc, ce qui fait que on avait un rapport, lui et moi,
était très complice, et tout de suite il a compris que j'avais chopé le personnage qu'il voulait écrire. Tu as fait des lectures ou des répétitions? Oui, et même on en a fait une globale, où on est allé dans un relais château à 20 bornes de Paris, où on a fait d'abord le samedi, j'ai fait des lectures avec les 4. Le soir, le producteur et les filles, les 4 femmes sont arrivées. On a mangé tous ensemble, et le dimanche, on a fait les lectures couple par couple. Voilà, donc du coup, ils se connaissaient en effet tous un peu. Il y avait une alchimie. Et à la suite de cette lecture-là, il y a une fille qui a quitté la troupe et qui a été remplacée. Et on a eu beaucoup de chance, puisque c'est grâce à ce retrait qu'on a eu Florence Thomasin, qui n'était pas dans le quatuor de départ. C'est remarquable, comme toutes les femmes du film. Mais mine de rien, si tu regardes la morale de la trilogie, le personnage d'Alex Bertoni, joué par Marc, c'est le seul qui reste avec la même femme. Finalement. Bien sûr. Tous, ils se séparent, ils disent, c'est vrai. Et Marc qui est infidèle, malgré tout. Et je trouve qu'il dit une très belle phrase à la fin, lorsqu'il est dans ce fameux slow. Il lui dit, si après toutes ces années, tu es encore avec moi, c'est que tu es heureuse. Elle lui dit, non, je suis amoureuse. Voilà comment se conclut. Ça, c'est vraiment un dialogue que Marc a écrit. J'avais l'impression qu'il était dans ma vie. C'est-à-dire que ma mère, par exemple, elle dit, je veux pas d'autres mecs, j'aime ce salaud, ce type est un salaud, je le sais, mais c'est lui que j'aime, mais je l'aurais, après ma mort, je le tuerais. Tu vois, il y a ce même rapport entre l'homme et ça m'a beaucoup touché de jouer ce personnage. Dans Le Cœur des Hommes, je joue pas du tout la même musique, c'est pas du tout le même personnage. Ouais. C'est un type beaucoup plus calme et plus serein. Là, il y avait une sorte de... Parce qu'il a une enfance en lui qui n'arrive pas à s'échapper, et du coup, cet homme qui est un homme, c'est un enfant. Et il se présente jamais avec une maîtresse devant ses amis. Ouais. Il a un respect pour sa femme, comme si c'était sa femme, sa mère et sa fille en même temps. Et c'est ça qui était intéressant à jouer. C'est intéressant que la clé du personnage soit l'enfance, comme ça, effectivement, on le ressent très fort. L'enfance et la mère. Ouais. Elle a un côté... Pour moi, c'est un peu ma mère, cette femme. Et donc, quand je suis avec elle au lit, c'est pas le mari qui est à côté de sa femme. Et c'est vrai qu'il y a un respect il est excité par elle, il la trouve super. Mais ça l'empêche pas d'aller jouer avec d'autres. Je peux vous dire, je me souviens, la première projection publique du film, j'étais à côté de Catherine Wilkening. Et quand il y a la scène du lit, où il lui fait cette maladie, ça s'appelle la parano, la salle a éclaté de rire et Catherine était crucifiée. Parce qu'elle croyait qu'elle avait fait une scène super dramatique, et moi aussi. Très émouvant. Quand je l'écrivais, je ne pensais pas du tout que les gens allaient rire. La réaction des gens, et c'était formidable que les gens rient, évidemment. C'est joué dramatiquement, et heureusement qu'on ne l'a pas fait comme une comédie. Bien sûr. On l'a fait comme un film sérieux dans lequel il y a des choses drôles. Mais ce sont les comédies à l'italienne où on passe du rire aux larmes, c'est magnifique. Ouais, Et c'est vrai que le personnage de Marc, il le dit d'ailleurs à un moment, quand ils sont au mariage où il est assis avec Darmon, et où il lui dit « je suis une heureuse nature ». Marc n'est pas une heureuse nature. Marc est plus compliqué, plus sombre que ce personnage-là. Mais c'est sûrement celui qui me ressemble le plus. Intéressant. Parce que j'ai été ce mec-là. C'est ton avatar, en fait. C'est ton alter ego. J'ai été les 4. J'ai été les 4, mais j'ai été ce personnage-là à un moment de ma vie. Quand il dit je suis une heureuse nature, c'est parce qu'il dit pas tout à ses camarades. Il dit pas la part mélancolique qu'il a et cet attachement qu'il a profondément. Une pudeur, en fait. Et quand il dit je suis une heureuse nature, qu'est-ce que tu veux, il joue. Ouais. Il joue quelque chose avec son copain parce qu'il a une boîte avec lui. Et donc, si tu veux, c'est toujours à plusieurs degrés comme je jouais les phrases. Ouais. Parce que si tu prends la phrase, il regarde comme ça, il se marre, l'autre il est un peu derrière, il lui fait machin. Il fait, tu sais, je suis comme ça, je suis d'une heureuse nature. Alors qu'au fond de lui, il sait qu'il n'est pas si bien que ça. Voilà. Mais c'est ça qui était intéressant dans ce personnage, c'est qu'il a plusieurs facettes. Ouais. Moi, quand j'écris je suis une heureuse nature, je n'aimais pas tout ce que raconte Marc. Là. C'est lui qui met tout ça. Mais parce qu'il fallait le nourrir, ce personnage. Parce qu'à l'écriture, ce personnage, il est bien, il est super, parce qu'il te donne toutes ces possibilités. Mais si tu le joues tel qu'il est écrit, tu peux passer pour un type moyen. En fait, c'est un starting block pour construire, toi le personnage. Oui, tu sais, quand on est dans l'écurie et que je sors et tout ça, je viens de... et j'arrive avec les mecs et ça, puis je me mets là... Il y a toujours une sorte de truc rigolo et enfantin. Il a l'air d'un ado. Il en parle dans le 2, il parle du syndrome de Peter Pan. Avec ma fille au café, là, c'est lui qui est désarmé, presque en larmes,
parce qu'elle lui dit qui il est. C'est bouleversant. Elle ose lui dire en face qui il est. C'est pour ça que le film est très bien écrit, parce que les enfants sont très vivants, ils ont tous des choses, et ils participent à la vie du film. Les femmes, évidemment, sont extrêmement... C'est riche, quoi. Et donc, si tu veux, tous les rôles, tous les seconds rôles, tous les rôles qui sont plus petits, qui ont l'air plus petits, surtout qu'on en a fait 3, ils sont formidables. Vraiment, ça fait partie des films les 4 films que j'ai fait avec Marc, où il y a tout ça. Ouais. C'est rare de tomber sur un metteur en scène qui voit et qui écrit tout ça. Absolument, à noter que la performance de Marc a été... D'autant que a été relevée par une nomination au César. Oui, une nomination qui m'a énervé, puisqu'il était nommé en second rôle, alors que pour moi, c'était un premier rôle, comme le sont les 4. Simplement, les votants des Césars, comme ça n'est pas... Il faut dire aux gens qui écoutent, quand on reçoit les listes, c'est nous qui décidons, c'est les votants qui décident dans quelle catégorie. Ouais. Honnêtement. Je suis sûr que Marc avait eu beaucoup de votes aussi en premier rôle. Tu sais, Pacino était nominé en second rôle pour Le Parrain, tu te rends compte? Donc c'est dans tous les pays du monde que ça se passe. Hein. Oui, c'est dingue. Mais moi, franchement, ça me dérange pas du tout. Bon, maintenant, j'y vais plus à ces trucs-là, mais les victoires de la musique, les machins... Je fais pas ce métier pour avoir un truc, pour avoir la couverture d'un magazine. C'est pour raconter des histoires. Et cette histoire, elle est rentrée dans le cœur des gens. Encore, on m'en parlait hier, avant-hier. Demain, on m'en parle. Tous les types qui me parlent de cinéma me parlent d'abord de ces films-là. Ouais. Ensuite, certains connaissent Fiesta, certains connaissent Le Chabrol, évidemment. Justement, tu as une carrière. Tu as commencé, j'ai vu, je crois, avec Frankenstein 90. J'ai commencé avec Serge Leroy, en fait, sur une feuilleton pour la télé qui s'appelait Pause Café. Mais tu faisais déjà de la musique à l'époque, en fait? J'avais 17 ans, je voulais être acteur. Et puis après, je faisais de la musique, mais j'ai décidé de faire chanteur. Parce que moi, il y a un truc qui me fascine, ce sont les rockstars ou popstars qui arrivent à faire la transition avec le cinéma. Parce que tu as des gens qui arrivent très bien, comme David Bowie ou Lady Gaga. Ou Jacques Dutronc. Ou Patrick Dutronc, voilà, mais tu as des gens comme Johnny Hallyday qui t'as des gens comme Johnny Hallyday qui se battent un petit peu toute leur vie pour essayer d'entrer dans le cinéma. Il en a fait quelques-uns, effectivement. Il a une image. Mais c'est compliqué quand on a une image aussi forte. C'est plus compliqué pour un acteur de devenir chanteur que pour un chanteur de devenir acteur. Yves Montand était chanteur, Jean Gabin était chanteur, Bourvil était chanteur, Jacques Dutronc, Patrick Bruel, enfin il y en a plein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y en a plein, donc parce que c'est la musique qui fait que, si tu veux, la musique phrasée, quand tu écoutes le phrasé de Jean Gabin ou tu écoutes le phrasé de tous ces mecs que j'ai cités, Jacques Dutronc par exemple, il peut parler avec une voix très très volumineuse ou bien fine, mais on l'entend au bout du théâtre. C'est des gens qui ont une habitude de rythme, et donc les films, ils les abordent d'abord par la musique, je pense, et la poésie. Intéressant. Et ce qui est bien dans les films de Marc, c'est que c'est comme certains romans, où c'est un roman, mais c'est aussi de la poésie. C'est comme Pessoa ou comme des romanciers comme Camus, où tu lis Camus, tu vois les fleurs, tu sens la sueur, tu vois la prison, tu vois le couteau, tu vois tout ce qu'il écrit, et c'est écrit poétiquement, avec une nature. Mais c'est vrai que le mot poésie peut faire peur parfois, et là ça nous accueille à bras ouverts quand même, si tu veux. Tout le film est poétique. Le Mila Michael, elle est d'une poésie rare. Il y a des personnages dans ce film qui sont étonnants. Et ils sont aussi très bien dirigés. C'est-à-dire qu'il y a des directeurs d'acteurs, il y a des réalisateurs, ok, mais il y a des cinéastes. Il y a des gens qui ont une vision. Alors elle est très... ça peut être Kubrick ou bien mais il y a des gens qui ont une vision humaine, comme si c'était du quotidien, et ça n'est pas du quotidien. Et ça, Marc, il sait faire ça. Il sait faire des films très beaux, dans la nature, comme à Balista, mais il sait faire au cœur des gens, ça va être proche des gens, et il lâche pas le fil, et ça marche très bien. Une des forces du film, on parlait des rôles féminins, Marc a eu l'intelligence d'aller chercher des actrices que le cinéma n'allait plus chercher, tu vois, des actrices qui ont été célèbres dans les années 80-90. On parlait de Catherine Milkening, Valérie Caprisky, il y a Florence Thomasin, Fabienne Bab. En dehors de Zoé Félix, qui était un peu... Valérie Strauss. Et je trouve que c'était une très belle chose d'aller chercher des actrices. Tu les filmes avec beaucoup d'amour et beaucoup de pudeur, parce qu'aucune fille dans un lit n'est déshabillée. En général, on voit toujours les seins de femmes, elles ont tous leur soutien-gorge. Et je trouve ça très élégant. C'était un principe de départ. Je crois beaucoup à... C'est Catherine Deneuve qui a dit ce truc que je crois très vrai, où elle dit, dès qu'une actrice monte ses seins dans un film, elle cesse d'être le personnage pour redevenir l'actrice. Et c'est vrai que quand le seul film où elle enlève, où on voit ses seins, c'est dans la Sirène du Mississippi, où Truffaut, juste pour être le premier à montrer les seins de Catherine Deneuve, ils sont dans la voiture, il y a une voiture qui passe et elle soulève
elle soulève son pull pour montrer ses seins à la voiture qui passe. Donc c'est un truc complètement gratuit. Ouais. Quand on voit les seins, bah, tout le monde se dit ouais, ils sont beaux les seins de Catherine Deneuve. Tu sors du film, ouais. C'est fini. Enfin, Le Temps d'innocence, qui est un des films les plus sexy qu'on connaisse, Ouais. elle enlève son gant dans le carrosse, et ça y est, elle est nue. Et donc, si tu veux, je trouve qu'on n'a pas besoin, je pense qu'on n'a pas besoin de montrer des seins, des fesses. Et puis, Jean-Louis Trintignant m'avait dit, maintenant, t'as 45 ans, t'as plus besoin d'enlever ton t-shirt, il m'avait dit. Il a raison. il m'avait dit une phrase un jour, je suis allé chez lui, avec 2 bouteilles de vin, et il m'avait dit, on boit grand. C'était 2 bouteilles de bon vin, très très bon vin, et il m'avait dit, si un chameau peut travailler 5 jours sans boire, un homme peut boire 5 jours sans travailler. Et ça, c'était pas mal. Ah, génial. C'est une phrase très cœur des hommes. Ah, c'est très beau. Est-ce qu'il y a eu de l'impro sur le plateau ou c'est en général très écrit, comme ça a l'air C'est d'être très écrit. Ouais. Il y a eu des répliques improvisées que j'ai gardées, Ouais. mais des impros plus qu'une réplique, non. D'accord. Voilà, il est arrivé Non, que quelqu'un rajoute une réplique. Parce qu'il y a beaucoup de répliques qui sont devenues cultes à juste Il y titre. a Gwyn, et qui ta sont- grand-mère, ça c'est une chanson Ouais. qu'on a rajoutée. Il y a le You're Old, I'm Young, je l'ai chanté comme ça. Ouais. Donc, c'est une impro autour de quelque chose Avec qui est une écrit. petite imitation de Michael Jackson au passage, Voilà. c'est formidable. Ouais. Mais sinon, il y a une scène qui est pour moi une scène vraiment merveilleuse dans le film. On est à Cabourg et on écoute Campan nous raconter. Donc il a 4 pages à faire et il dit, à un moment donné dans le texte, il dit le souci c'est son mec. Et le souci c'est son mec. Il n'a pas réussi. On riait. Il disait ça. On riait parce qu'on entendait le saucisson et sec. Je sais pas quoi. Il a mis 1 heure ou 1 heure et C'est demie. le record du nombre de prises de tous mes films. On a fait 27 prises. Et à l'envers, une scène à table à Cabourg avec donc notre ami Daroussin qui va nous raconter l'histoire de. Et moi je lui dis quand tu Où il le raconte quand qu'il est elle a amoureux de Valérie Strauss. voilà. Et là c'est la Rolls. Il a la langoustine, il y va et nous on est là. Et moi je lui fais quand t'as la trique, qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je dis exactement. C'est des moments de cinéma parce que ils ont vraiment sur eux toute la baraque. Si la scène s'il se plante, la scène, faut la faire. Il faut la faire, il faut qu'elle soit bien. Ou alors faut la couper. Mais c'est des scènes hyper importantes. On peut pas couper cette scène, ni la scène de l'autre qui est complètement mal avec sa meuf. Et donc, si tu veux, c'est des scènes très lourdes, parce que ça a l'air de rien. Les films de Marc, ils ont l'air comme ça, on joue facile. Non. Il y a des scènes de cinéma qui sont des scènes fixes, où t'envoies le truc avec 1 ou 2 caméras, peu importe, mais dans un décor, qui est un décor qui est chargé, qui raconte des choses. Et c'est pas de la rigolade, c'est vraiment des moments. Là, justement, je Très voulais dramatique. savoir si c'était à la virgule près, comme mon père ou comme les frères Cohen. Quand même oui, puisque mon surnom dès le premier truc, il m'appelait Will, comme William Shakespeare, parce que je les reprenais pour un détail. Ah ouais, Oui. ouais. En même temps, Marc est assez Flexible, courtois, parce que moi, j'aime pas quand il y a trop de mots. J'aime bien les jouer. Il y a des choses que j'aime bien jouer sans. Alors je disais celle-là, par exemple, ça te rappelle, je préfère la jouer Ouais. ou la donner à quelqu'un. Je préfère garder les punchlines, tu vois. J'aime beaucoup ça. Marc, avant le début des scènes, me disait, arrivait souvent à raccourcir son texte. Parce que comme il écrit des chansons, donc il a l'habitude les chansons, c'est très très court. On en a écrit ensemble en plus, donc on Et a. donc, il me disait, tu vois pas, là, si t'enlèves, il m'enlevait 3 mots dans la phrase. Ça veut dire que ouais. je Et travaille c'était beaucoup. mieux en Ouais. enlevant ces 3 mots. Ah bah, et puis, il peut tout faire passer avec ses yeux, avec ses maniérismes. Ça me Non, fait non, penser. c'est-à-dire que je travaille beaucoup la scène sans imaginer le décor. Ensuite, je flirte dans le décor. Ouais. J'aime pas que ça aille trop vite. Le côté mettez-vous là, j'aime bien. T'imprégner, en ouais, fait. parce qu'ils mettent à 2 heures à préparer la lumière, ouais. et toi, t'arrives, boum. Ouais. Au bout de 3 prises, on fait bon, allez, mène-toi. Et donc, j'aime bien. Non, c'est vrai, non. On fait souvent beaucoup de prises. Comme Non, moi, bien j'aime sûr, faire des prises. bien sûr. Pas sur tes films, mais je parle en général Oui, dans le oui. cinéma. Et donc, si tu veux, moi, ce que j'aime bien, c'est voilà, essayer. Parce que tu sais pas si tu vas pas aller là, tu vas pas sentir ta phrase de dos, tu vois. Ouais. Et donc, si tu veux, j'aime bien préparer avant le texte, quoi. Ouais. Et donc, je proposais à Marc de couper des passages, comme sur certains films.
parfois dans des films, t'es le général de Gaulle, tu parles pendant 2 heures, les mecs sont là, ils écoutent. Moi je dis ça, c'est une phrase féminine, on va le donner à telle actrice, celle-ci à telle. Et puis en distribuant d'un coup, ça devient beaucoup plus vivant. Ouais, bien sûr. Et avec Marc, j'avais pas besoin de faire ça parce que je peux pas. Mais je proposais des choses. Ouais. Voilà. Et puis, ce qui est bien aussi avec Marc, c'était vrai aussi avec, je dirais pas les 3 autres, mais en tout cas au moins avec Campan et Darmon, c'est que Marc était très très heureux de jouer la comédie. C'était un truc qui, ça se voyait qu'il était content de tourner le film. Ce qui pour un metteur en scène, c'est formidable de voir un Marc, qu'une fois que c'est fini, il va regarder le combo, ça le fait marrer. Ils sont un peu plus sérieux que moi. Ouais. Moi, je suis, comment dirais-je, suis pas, c'est pas mon métier. Je suis pas acteur. Je suis chanteur, j'écris mes chansons, je fais tourner ma propre usine. Ouais. Je suis un artisan, je suis un fils d'ouvrier, je suis parti à 15 ans et j'ai bossé. Acteur, j'ai arrêté d'être acteur parce qu'il fallait courir plus vite que son copain. T'arrivais dans les castings, il fallait faire un casting, déjà l'idée, ça me rend dingue. Il fallait courir plus vite qu'un mec que tu connais. Ouais. Je dis, moi, c'est pas ça, être acteur, c'est participer à une histoire. Plus, j'avais fait des études de théâtre, c'est être dans une troupe qui raconte une histoire, et l'intérêt général, et l'intérêt du film ou de l'histoire. Enfin, ouais. Et donc, moi, je voyais le cinéma comme ça. Je voyais ça comme une épopée où le rôle que tu as n'est pas très important, c'est le film que tu défends. Et donc, ça m'a vite gavé, ça. Et donc, j'ai arrêté. Ouais. Et quand j'ai repris le cinéma, j'ai repris avec Chabrol, et là, je suis tombé exactement dans ce que j'avais rêvé. Ouais. Dans le cinéma que j'avais rêvé. J'ai eu de la chance de faire Fiesta, puis ensuite, j'ai fait le film de Marc. Chaque fois que j'ai fait un film ou que le film a changé en cours de route, on a changé le titre parce que c'était pas bien pour la chaîne, c'était pas bien pour si. Ah ouais, mais ça s'appelait comme ça, c'était mieux. Non, mais non, on va l'appeler comme ça. Les films se plantent à chaque coup. Un film ne réussit sa vie que quand il est dans le ventre, comme il est sur l'écran, comme il sera après en présentation. Il faut pas changer, il faut pas bouger. Et c'est ce que fait Marc, il garde la beauté du monde, on en parle beaucoup. Ouais. Plus ça va, plus les gens le voient, et ceux qui le voient sont vraiment touchés. Ah ouais. Donc un film a sa cible, on n'est pas obligé d'être à 1 million, 2 millions, 3 millions, mais il a une cible. Cette cible-là, si tu bouges trop, Justement, Marc, j'aime pas les films insincères. Ouais, tu as testé le film après, tu as fait ce qu'on appelle les screen tests en Amérique qui sont pas fatalement très utiles. Je pense que ça dépend des screen tests vraiment professionnels. Ouais. Je l'ai fait pour tous mes films à partir de Toute la beauté du monde. D'accord. C'est-à-dire que Le cœur des hommes, non. Mais quand même, je montre beaucoup le film en cours de route. C'est-à-dire aussi bien aux acteurs et aux actrices du film, ouais. à mes copains, je leur dis de passer au montage. Moi, j'aime pas voir les films à la fin. Et est-ce que tu vas au rush, Marc? Non. Tu es allé au rush? Il n'y avait pas de Sur rush Chabrol, à l'époque. j'allais voir les rushs, mais là, il n'y avait pas de rush. D'accord. J'aime bien voir le film sur le plateau, voir les scènes, parce que c'est du travail. C'est comme quand tu écoutes une bande. Par exemple, un jour, j'étais en studio et je chante la chanson. Ça, c'était la semaine prochaine, ça s'appelait la semaine prochaine. Ouais. J'arrivais pas à la chanter. Et je dis, vous avez changé quelque chose sur la bande? Non, c'est la même chose. Non, il y a un truc qui a changé. La base, c'est la même? Ah, mais non, la base de l'américain était un peu molle. Ouais. J'ai fait refaire la base par Vernoret. Je dis, remets-moi la base d'avant, et là, j'ai pu la chanter. Wow. Il y a quelque chose... d'organique, ouais. Et donc, sur un tournage, je suis capable de voir tout, et de me dire, ah là, je suis pas bien en place, là, cette phrase-là, faut pas que je la dise comme ci, bon. Et où commence le plan, où il finit, bah. Alors qu'après, voir un film, c'est pénible. J'aime pas me voir après dans un film. Et je regarde pas les films dans lesquels je suis parce que je trouve que j'aime pas avoir de photos de moi chez moi, j'aime pas avoir des disques d'or, j'aime pas avoir des affiches de films. J'aime pas ça parce que si je me croise dans le miroir le matin, si je vois le chanteur ou l'acteur, c'est horrible. C'est vraiment une sensation que j'aime pas du tout. Et moi, c'est pour ça que je passe du théâtre au cinéma, du cinéma à la télévision, de la chanson au roman. Et peut-être je retournerai au théâtre, et là je fais un nouveau roman. Et je peux le faire parce que, même la photo, le dessin, parce que je suis absent de l'image. Ça, c'est ça qui m'impressionne, parce que quand on est chanteur et qu'on est sur scène, on est tellement au centre du spot, et tout d'un coup avoir la générosité de partager et de raconter une histoire qui était ton histoire. Et il faut que ce soit une histoire. Ouais, mais ça c'est fort. C'est ça le problème, c'est que... Ça me paraît, quand je parlais d'homme de la Renaissance au départ, c'est vrai que ça me paraît être des casquettes tellement différentes et arriver à faire tout ça, c'est assez impressionnant. Tout le monde n'écrit pas des histoires comme lui. Certes. Et les idées qu'il a. Le fond politique du cœur des hommes, il y en a un. Des discussions à table, machin, avec les morceaux de saucisson et trucs. Les Gaules sont pas de gauche.
Il y en a un. Il y a un sens. Quand elle est à l'hôpital pour son cancer, on voit l'hôpital, on voit les gens qui bossent là. Ouais. On voit la femme qui sert à bouffer, on voit... Je voulais vraiment qu'il y ait un mélange de scènes très rigolotes et de scènes très émouvantes. Oui, mais ça peut, parfois, ça peut ne pas prendre en cuisine. Oui. Des ingrédients qu'on mélange et là, ça... Marc est très rieur, il est très drôle, et en même temps, quand il est sérieux, il est très sérieux. Ouais. Quand on parle de choses, par exemple, vous parlez de Mitterrand avec lui, vous parlez de Zidane, faut pas, moi, j'y vais pas. Hein. Il y a une scène qui me touche particulièrement, c'est quand Anna Gaylor, la maman de Daroussin va la voir, elle vient d'être veuve par son mari. Ils écoutent cette Traviata qui nous fait penser évidemment à Pretty Woman. C'est l'opéra qu'on entend dans Pretty Woman. Et dans le film suivant, dans le 2, Daroussin va la voir au même endroit et il voit un monsieur d'un certain âge à côté de sa mère. Ouais. Alors, on s'est rencontrés au rayon de la Fnac, on a acheté un DVD. Et tu vois Daroussin qui est assez surpris, il va à l'intérieur, je crois qu'il doit remplir des papiers sur sa mère et il a les larmes aux yeux. Ouais. Et elle vient le voir comme une adolescente en disant « Mais t'inquiète pas, c'est juste un copain ». Et je trouve cette phrase magnifique. Et je trouve que toutes les générations, parce que même Darmon avec sa fille qui divorce, je crois dans le 2, c'est ça. C'est pour dire à n'importe quelle génération, bon là on parle de la génération des quarantenaires, des cinquantenaires, mais Marc provient dans le film qu'à n'importe quel âge. Voilà, tu peux être un senior ou un... Je dois dire que j'ai su que le film, qu'on avait réussi un truc... plus fort que ce que j'avais imaginé quand je l'ai fait, quand on était en tournée de promo en province. Et c'était dans une des toutes premières projections du film. Et donc, comme toujours, la salle était pleine et tout ça. Et il y a un mec qui devait avoir, je sais pas, 25 ans, 23 ans, qui nous a dit c'est la première fois que je vois un film qui me donne envie d'avoir votre âge. Wow. Là, je me suis dit, on a réussi un truc formidable. Je portais jeune à l'époque. On pensait que j'avais 30. Et toi, justement, Marc, I'm young, you're old. qui a été critique de cinéma, qui a en studio, en première, etc., qui a fait des bonnes critiques, des mauvaises critiques, est-ce que tu n'as pas appréhendé en faisant ton premier film les critiques, franchement, qui ont été plutôt bonnes sur le Cœur des Hommes. Sur le Cœur des Hommes, elles ont été plutôt bonnes. Ça a été le seul film où elles ont été bonnes, mais elles ont été plutôt bonnes. Non, franchement, je m'en foutais parce que, pour être honnête, je ne les aimais pas. C'est-à-dire que quand j'étais critique, j'ai beaucoup critiqué les autres critiques. Donc du coup, et puis j'en avais rien à foutre que les mecs de Libé ou de Télérama n'aiment pas. Ouais. Je disais toujours, si un jour, par exemple, on m'avait dit, je sais pas, j'avais lu une interview d'Obama où il disait cette nuit, je n'ai pas réussi à dormir, j'ai regardé sur une chaîne française Le Cœur des Hommes, mais quelle merde, j'ai eu honte pour la France. Là, ça m'aurait énormément blessé. Il n'a pas dit ça. Ça m'aurait blessé. Mais tu vois que tous les critiques que j'ai critiqués pendant 15 ans, s'ils n'avaient pas aimé, ben franchement... Et j'ai totalement arrêté de les lire à partir du Cœur des Hommes 2. Mais Marc était critique d'abord avec Jean Lavoignat. Ils étaient tous les deux dans le journal. Et puis, il était... Bon, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Devers. Il était impliqué dans une forme de cinéma, déjà, en tant que cinéaste. Ouais. Avec Depardieu, il a eu des expériences très fortes, où ils ont habité ensemble, ils ont fait Cannes ensemble, etc. Et donc, ils faisaient Cannes chaque année. Et puis, il avait des fidélités sur des acteurs et des actrices. Mais c'était déjà quelqu'un qui avait la caméra dans sa tête. Ouais. Et donc, si tu veux, c'est pas un critique. Non. C'est un type qui parle du cinéma, il dit ce qu'il aime, il dit ce qu'il aime pas. Mais je trouve pas qu'il y ait une méchanceté dans le studio, à l'époque, il n'y a pas de méchanceté. C'est pas comme des types qui prennent... Aujourd'hui, c'est terrifiant, parce que bon, en plus, on a les trucs sur Internet, te déchirent la tête, et pour des raisons qui sont... je les ignore. De Guitry à Pagnol, à mon père Francis, ils en ont pris plein la gueule. Hein. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas un critique comme quand on entend le critique. C'était un véritable amoureux du cinéma. Qui veut faire critique dans la vie? Mais c'est vrai que Truffaut a dit... Tu demandes à un gosse à l'école qui est-ce qui... Mais justement, il paraît que Truffaut a dit « Tu n'entendras jamais un enfant dire quand je serai grand, je voudrais être critique. » Voilà. Tu es très cinéphile.
apparemment. Ouais, je suis assez cinéphile, ouais. Mais je suis, avec Burgala et Marc Esposito, je crois que je suis assez... Lui, il est très cinéphile, il connaît tout. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans le film, c'est, tu sais, on voit par exemple dans Un éléphant soit trompé énormément, on les retrouve tout le temps sur ce terrain de tennis, ce qui fait qu'on est avec eux et on comprend pourquoi ils se retrouvent chaque semaine comme ça. Toi, avec le loto sportif, tu as un peu ça, où ils se retrouvent tout le temps à jouer comme ça et on comprend cette amitié. Et il y a un autre truc que font les acteurs que j'aime beaucoup, c'est qu'ils mangent vraiment. Il y a un truc qui m'insupporte au cinéma, c'est quand ils font semblant de manger parce que la nourriture devient de plus en plus froide à travers les prises et ils jouent avec leur nourriture. Alors que là, vous bouffez et ça rappelle les Gabin, les Ventura, tous ces gens-là qui mangeaient vraiment à l'écran aussi. Bah, eux mangeaient... On fait réchauffer. Ils faisaient 5 repas par jour. Donc, on fait réchauffer les plats quand on fait... Voilà. Parce qu'on fait toujours beaucoup de prises. Hein, j'adore ça. Parce que quand il y a 4 acteurs qui jouent ensemble, à partir du Cœur des Hommes 2, il y a souvent 3 caméras. Ouais. Sur le Cœur des Hommes 3, il y a 3 caméras sur toutes les scènes. Si tu avais fait le 4e, il y en aurait eu 4. Non, 3 c'est l'idéal, 4 ça devient trop. Mais ce qui est bien, c'est quand on s'engueule. Quand il y en a 2 qui s'engueulent et que les 2 autres sont comme ça, ça me rappelle sur le terrain, le cours de tennis, t'as une tête d'antisémite. Il dit qu'est-ce que ça veut dire une tête d'antisémite? T'es malade? T'es dingue ou quoi? C'est quoi une tête d'antisémite? Et c'est ça qui est bien aussi dans les films noirs, c'est qu'on s'engueule et on y va. Ouais. Et ça c'est vraiment bien vu de vraiment s'engueuler, vraiment rire, vraiment manger. Ouais. C'était vraiment. Oui, parce que c'est la grande différence avec Un éléphant ça trompe, c'est qu'un éléphant ça trompe, c'est toujours une comédie. C'est-à-dire que quand il s'engueule sur la scène, où il lui dit t'as une tête d'antisémite, c'est une scène très très drôle. Hein. Ouais. Quand ils sortent du casino dans le 1 et que Campan leur gueule dessus, j'en ai marre de vos gueules, tout ça. Ça rit plus. Plus personne ne rit. Tu m'étonnes. C'est sérieux. Et après, il y a Marc qui vient, qui lui met la main sur la cuisse comme ça. Mais ça, c'est la vie. La vie entre. Il y a un côté un peu homosexuel à ce moment-là qui est très drôle. Dans Nous irons tous au paradis, la scène où ils apprennent à Bedos que sa mère est morte. Qui est une scène magnifique et très émouvante, elle est quand même tournée et écrite comme une scène de comédie. Ouais. Hein alors qu'elle ne pourrait pas être dans un film de sauté. Ce qui ne serait pas le cas de sauter. Elle ne pourrait pas être dans un film de sauté. Alors que moi, les scènes dramatiques, quand par exemple Daroussin apprend que sa femme a un cancer, ça pourrait être dans un film de Piala. Il y a un truc aussi, c'est que tu parles de l'adultère dans ce film, et en général, c'est plutôt réservé à la farce, si tu veux, l'adultère. C'est des cocus au balcon, on se moque, alors que là, c'est sérieux aussi, c'est émouvant ce qui se passe. Vraiment, Ils trompent tous dans ce film-là. Ouais. Non, il n'y a que Campan. Tu vois la détresse de Campan dans le premier, tu la filmes très bien. C'est vraiment le mec le plus atteint. Et c'est pour ça, quand il va voir Marc, il dit mais comment tu fais? Là-dessus, ils sont totalement... Darmon, il trompe pas non plus, je crois. Il a trompé par le passé, et puis quand même, et puis on voit que sa relation avec Lud Michael a été lourde. Là, Michael, il manque quand même à Zoé, il ne lui dit pas qu'il la voit, il s'embrasse quand même, il est au bord de... Non. Le seul qui est franc du collier, c'est Alex. J'aime bien dans cette partie de personnage, dans le 2 et 3, il veut vraiment changer, c'est-à-dire il est en rémission. Il est là, il voit qu'il veut plus. Il y a l'hôtel du parc, il prend même un autre hôtel avec un petit lit. Il fait venir une fille pour lui acheter du chocolat. Et je lui en parle. Même une fille qui lui donne son post-it avec son 06, il ferme les yeux pour le déchirer. Et en totale rémission, il est fier de lui. C'est vraiment... Dans le 1, Alex Bertoni a une petite bite. C'est merveilleux, ça. Extraordinaire. Et comme elle a saccagé la chambre, d'ailleurs, le type qui me fait visiter la chambre est un ami de Marc qui vit à Ibiza, qui ressemble au Magnum. Oui, il est dans tous les films d'ailleurs. Pas dans tous, mais il est dans plusieurs. Avec une moustache. Il a une Ferrari rouge là-bas. C'est très bien d'être accompagné par des gens comme ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est démarrer la scène avant, d'y discuter, puis on rentre dans le texte. J'aime beaucoup ça. Si tu croises quelqu'un, tu dis bonjour. Et je le fais souvent dans les films, de créer une humanité autour. Et donc là, il va me montrer la chambre, et il y a une humanité parce que la fille, elle est encore là. C'est-à-dire que le désastre qu'elle a, je suis désolé. Comme une rockstar qui détruit. Voilà, c'est Kate Moss qui est partie, et ça me plaît bien. Ça, c'est quand même un truc qui est arrivé à un pote. Hein. Ah oui, c'est pas un truc inventé. Ça n'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à un pote où l'hôtel lui a téléphoné en disant que la fille avait détruit son hôtel suite au fait. Il faut savoir que si Alex Bertoni n'est pas moi, les 4 personnages sont Marc. Je suis Madame Bovary. Selon les épisodes, je suis plus l'un ou plus l'autre. C'est vrai. Non, mais les langages. Le langage d'Alex n'est pas le même que celui de Campan.
qui n'est pas le même que celui de Darmon, qui n'est pas le même que celui... Je prends les 4 rôles masculins. Ouais. Ils ont chacun une façon de parler. Ouais. Ils ont des accents toniques. L'écriture est faite en fonction du personnage. Oui. Tu mets une phrase de Darmon à Campan, ça lui ira pas. Elle est écrite pour Darmon. Bien sûr, alors que le défaut de beaucoup de scénaristes, entre guillemets, débutants, c'est que tout le monde parle pareil. Alors que là, chacun a son, Voilà. Il y a son aussi identité. Ouais. Chacun a son acteurs champ. amènent beaucoup une grosse personnalité aussi. Hein. Oui, mais À partir du 2, j'écris pour les acteurs. Ouais, Le 2 et le du 3. sur-mesure, ouais. Je sais qui va jouer, donc j'écris pour eux. Moi, j'ai eu des discussions avec le producteur qui avait très peur que les femmes n'aiment pas le personnage d'Alex. Ouais. Et je lui ai toujours dit, c'est le personnage que les femmes vont le plus aimer. Ouais, ouais. C'est pas si les parce que les hommes, ce qu'on appelle un homme à femme, c'est souvent un mec infidèle et où toutes les femmes qui couchent avec lui savent que c'est un homme à femme Ouais. et elles couchent quand même avec lui. Ouais, c'est Donc bien c'est bel et bien que les hommes à femmes attirent les femmes. Sinon, ils ne c'est seraient vrai. pas des hommes à femmes. Tu vois ce que je veux dire? il y a un mystère. ouais, Il y a un c'est- mystère que mon père avait. L'enterrement de mon père, c'était l'enterrement dans L'homme qui aimait les femmes. Incroyable. C'était insensé. Avec ma mère qui était là. Il y a même une femme qui était en voiture dehors, attendant que le cimetière se c'est vide le film. pour refaire. Incroyable. D'ailleurs, c'est dans le livre. Ouais. Et je l'ai écrit, j'ai fait un scénario avec, mais c'est le mystère qui est important chez Alex. Même s'il dit des choses à chacun d'entre eux, qu'il dit je vais arrêter, t'inquiète pas, je vais arrêter. Je sais, je peux arrêter. Il y a un mystère. Ils ne savent pas pourquoi ce type est comme ça. Ouais. Et ça, c'était important de le garder. Marc, je trouve qu'il pointe du doigt tous les travers de ces personnages, mais il les juge pas en fait. Ils sont Bien sont sûr. tels qu'ils sont. Et par contre, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de film, c'est que dès le générique, on rentre au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en 2 minutes de générique, tu nous as déjà présenté les personnages. Oui, et puis le Ça, talent on de gagne Marc, du temps, c'est énorme. Le talent de Marc, c'est la musique, parce que dès que Et t'as bien la sûr, musique et de- Musique cette très musique, rock avec cette de guitare Pretend. Et électrique. cette musique, ouais. San Mayou surtout, et l'intelligence donc de l'avant générique. Et lorsqu'on rentre dans l'appartement de Daroussin, on retrouve la musique sur la chaîne IFI que Darmon baisse. Donc ça, je trouve une belle idée. C'est vrai qu'il est très Et à important. chaque fois, j'ai remarqué que le titre du Cœur des hommes est dans un ciel nuageux. C'est Oui. une symbolique c'est par rapport au... Non. Comme je l'ai fait comme ça pour le premier, du coup après je l'ai repris. Non, mais c'est beau, ce c'est-à-dire, générique avec voilà, le. c'est avec Ah le- ouais, puis il y a un côté film parisien aussi, parce qu'on arrive, on voit Ah la oui, ça. ville, c'est Mais très... ça, je trouvais que c'était un truc que j'adorais dans les films américains. Ouais. C'est-à-dire que dans les films américains, ils ont besoin de dire au public dans quelle ville ça se Il y a passe. un establishing ouais, Parce comme que ça. c'est ouais. très grand. Ouais, bien sûr. Et en C'est la France, scène de théâtre ne où ça va faisait se pas passer. du tout. Ouais, ouais, c'est vrai. On Alors, ne c'est- montre jamais où ça se passe. Donc je voulais qu'il y ait ce côté américain vrai que ça fait de très dire ça américain. se passe à Paris. Ouais, On en ça- parlait l'autre jour avec Bruce Toussaint qui parlait du Paris de la bonne année. Et c'est Ouais. exactement ça. Tu ancres bien la ville dans laquelle on est. Oui, oui. Avant de tourner Le Cœur des Hommes 1, Ouais. j'ai montré au producteur et au chef-op Jackie Brown. 2 films en leur disant je veux faire un film dans lequel il y a Des plans fixes. pratiquement que des plans fixes. Smoke. Et je leur ai montré 2 films qui ne sont faits quasiment que de plans fixes. Ouais. Pour leur montrer qu'on pouvait faire des films formidables, même avec des plans fixes. Bien sûr. Et sans que ce soit du Robert Bresson. Ouais. Et je leur ai montré Smoke, Ouais. de Wen Wang et Paul Auster. Ouais. Et Jackie Brown. Et Jackie Brown, c'est un super film. Jean, t'as remarqué que dans Le Cœur des Hommes 3, Marc a un plan avec une immense actrice américaine. Avec une star américaine. Faut avoir l'œil, hein, Marc doit le savoir. Peut-être. Julia Roberts. Ah oui, où elle est sur l'affiche. Ah ouais, Il y a une mais ça, affiche. Non, bah, me dis pas que c'est pas volontaire. c'est un secret pour personne que tu adores. En tout Pretty cas, on Woman n'a et pas tu fait l'adores. mettre l'affiche. J'adore Oui, je Julia pensais que. Roberts. C'est-à-dire qu'on a choisi ce lieu-là parce qu'il y avait cette affiche, Ouais. mais c'est pas moi qui ai dit là on va Ouais, je mettre sais. l'affiche de Julia Et il Roberts. y a même, J'adore Julia Roberts. et il y a même Brasseur dans Tartuffe. Je sais pas, pas si ouais. c'est volontaire. Sur une Non, colonne mais- Maurice. Comme je sais que tu mets bien Claude Les Brasseur. actrices. Ah oui, non, c'est pareil, j'ai pris. Ça Tu as y profité était, non. de sa présence. Oui, oui, c'est pas. Voilà, un petit clin d'œil à notre Claude. Je suis très. Parce que je travaille avec un directeur de prod que j'ai connu comme régisseur général et qui est devenu directeur de prod avec moi, qui s'appelle Éric Duchesne, et qui a fait quasiment tous les films de Jean-Pierre Jeunet. Et donc, c'est vraiment. On est aux 2 extrêmes. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je dis. Il descend de sa voiture. Hein. Moi, je ne demande pas ni une rue précise, ni quelles seront les voitures garées. Ils se démerdent, j'ai choisi la rue, ils me trouvent une place et je ne vais pas voir. Jeunet, il dit derrière la voiture dont il sort, il y a une Twingo rouge. Derrière la Twingo rouge, il y a une estafette bleue. Devant, lui, il contrôle tout. Comme Deville. Alors que moi,
je prends ce qu'il y a. Voilà. Je m'adapte au réel, tout le temps. Je n'aime pas... c'est pas que je m'en fous, c'est que j'aime bien que ce soit la vie. C'est bien mélangé, Tu vois, de calculer les couleurs. Chabrol est comme ça aussi. Chabrol est comme toi. Ouais, il faisait ça aussi. Je me souviens d'un tournage avec Chabrol, le tournage avec Chabrol, l'enfer. Dans le marché, il y a des gens qui regardent la caméra et ils les laissent. Il n'y a pas de problème. Ça s'inscrit dans une sorte de vérité dans le film. Ça prolonge le film, on sort pas du film. Ouais, je suis d'accord. Et quand il met des musiques, carrément, il met la musique du père d'Emmanuel Béard, les couleurs du temps, à l'accordéon, il danse, tout va bien, quoi. Tu vois, il n'y a pas de problème. Tu chantes bien. Marc, en revanche, il fait que des chansons américaines, au contraire de Chabrol qui met je voulais te dire que je t'attends, etc. Parce que il estime que les paroles françaises vont influencer le film. Voilà. Clasher avec le dialogue peut-être aussi. Ça donne un sens. Alors que quand on écoute une chanson américaine, à moins d'être super bilingue, c'est de la musique. C'est pas donc je faisais quand même toujours gaffe dans toutes les chansons que je prenais dans les films. Je me faisais procurer la traduction française du texte. Je veux pas de contradiction ou de trucs, je sais pas, on ne sait jamais, il peut y avoir une chanson misogyne ou j'en sais rien. Mais par exemple, Stand By Me ou Stand By You, quand j'ai vu le texte, je me suis dit, c'est impeccable. Non, mais c'est génial. Cette chanson colle au cœur des hommes. D'ailleurs, sur les parties nocturnes, moi j'avais eu l'idée de faire écouter Cat Power, le Greatest à Marc, il a utilisé la musique et ça marche très bien parce qu'il y a un côté vraiment déhanché et triste et lumineux. Et Paris la nuit, surtout quand il pleut, c'est beau parce que ça brille, c'est vraiment... En plus, on a de la chance, ils n'ont pas mis des LED blancs partout, ils ont arrêté. Cette lumière jaune et magnifique, c'est vraiment une ville magique. C'est une ville magique. C'est vrai aussi que dans tous mes films, j'utilise la musique, je crois, d'une façon différente de la plupart des metteurs en scène. En tout cas, c'est ce que m'ont dit les techniciens, monteurs avec qui j'ai travaillé. C'est que presque tous les autres metteurs en scène, ils font le montage image et après ils mettent la musique. Moi, j'arrive au montage avec toutes mes... Donc à l'époque, c'était encore des CD. J'arrive avec tous les CD et donc évidemment, il y en a 10 fois plus que ce que je mettrais in fine. Et tant qu'on n'a pas trouvé la musique de la scène 1, s'il doit y avoir de la musique sur la scène 1, je ne monte pas la scène 2. Donc tu n'utilises pas de ce qu'on appelle la musique temporaire sur les images, tu arrives directement avec... Ça arrive quand je trouve pas, mais c'est rare. Et surtout, donc, on fait le montage image en fonction de la musique. Parce que donc... Et il arrive aussi, puisque ça peut... c'est beaucoup arrivé sur La Beauté du Monde, qu'on ralentisse ou qu'on accélère un tout petit peu la musique originale pour que le coup de cymbale tombe au moment où on change de plan et tout ça. Donc c'est les monteurs son qui m'ont montré ça. Ils m'ont dit on peut vraiment accélérer jusqu'à 2, 3, 4%. Ça ne s'entend pas. On peut ralentir idem. Et tu as une synchronicité. On n'a pas le droit, mais on n'a pas le droit de le faire. C'est pas le seul. Chabrol faisait ça. Il avait la musique et la scène. Gatif fait comme ça. Certaines scènes ont un tempo. Tu tapes avec un marteau sur un truc, ou tu enlèves, tu casses une porte, tout ça. Il y a un tempo qui va avec la musique qu'il est en train de composer. Quand on a des plans sur les arbres qui bougent avec de la musique, tu sais que voilà, ça va être habité par quelque chose et que tu connais la musique. Je voulais savoir, l'arrivée d'Eric Elmosnino sur le 3, comment vous l'avez intégré, comment il s'est senti à l'aise tout de suite ou il a dû prendre ses marques? Il s'est senti à l'aise tout de suite, d'abord parce qu'il connaissait Marc. Ils s'étaient rencontrés, ils avaient passé une soirée ensemble. Donc, il n'arrivait pas en terrain totalement inconnu. Tant mieux, moi, je le connaissais un peu parce que je lui avais proposé quand on a ouvert un peu les idées, moi, j'étais à fond pour Elmosnino. Vraiment, je te l'ai dit tout de suite. Moi, je dis Elmosnino, c'est vraiment un mec génial. Mais tu le connaissais personnellement avant Je le connaissais, puis j'avais vu son travail. Tu parles. Et je trouvais qu'il était vraiment... Et il remplaçait pas Darmon. Darmon était parti en voyage, il était parti à Miami. Et c'est un type qu'on rencontre. C'est un nouveau... Ça, il faut dire aussi qu'après Le Cœur des Hommes 2, moi, je n'étais pas fixé. C'est-à-dire que j'ai demandé aux 3 acteurs et aux producteurs s'il y a 2 solutions. Soit j'aurais écrit le script et Darmon, on verra bien, ils sont fraîchés avec lui et il y aura un 4e. Soit on prend un autre acteur pour jouer le même personnage. Ils l'ont fait dans La Vérité si je mens,
Ouais, ça arrive dans Personne beaucoup de ne s'est films. aperçu de rien. Oui, mais là, Donc on aurait pu mettre Chenet à la place de... dans La vérité si je c'est qui est le personnage? Gad et Vincent Albaz. Ouais, mais ils n'étaient pas à l'époque aussi marqués que Darmon. Darmon, c'était quand même un mec. Ils ont tous les trois, mais vraiment, parce que je ne leur ai pas posé la question ensemble, ils étaient tous à dire non, on peut pas, il faut que tu réécrives. Donc j'ai réécrit. Et je connaissais El Mostino parce que je l'avais rencontré pour un film que je n'ai pas réussi à faire, où je lui avais proposé un rôle qu'il avait accepté. Donc on avait passé des heures dans un bar à parler. Et il m'avait parlé, je savais qu'il aimait Le Cœur des Hommes, qu'il les avait vus. Donc... Et vraiment, il a dit oui en 24 heures, quoi. Ça a été tout de suite. Et là, pareil, on est allé un week-end avant de tourner à Cabourg, où donc on est là cette fois-ci, il n'y avait que les 4 garçons et moi. Donc on s'est mis dans une chambre d'hôtel à Cabourg. Ils avaient les 4 le scénario et ils ont joué le film. Et il a été tout de suite dedans. Et les 3 l'ont tout de suite aimé comme si... Comme dans le film, d'ailleurs. Il accepte, avec cette scène de jogging... Aussi, moi j'aime beaucoup les gens qui viennent du théâtre. Ouais. Tous ces mecs qui aiment le théâtre, la poésie, qui viennent du... Tu vois, c'est quand même important, quoi. Il y avait cette notion de troupe, effectivement. Il y a un truc qui est important, c'est qu'ils sont tous... ils viennent tous... Jeff l'a dit dans le pitch à propos des personnages du Cœur des Hommes, c'est tous des mecs qui viennent de milieu populaire. Et tous les acteurs... Aucun n'est un fils de bourgeois. Et donc, dans mon casting, puisque au début, pour Le Cœur des Hommes, on a quand même, il y avait des listes d'acteurs, puisque c'était très ouvert. Il y a plein d'acteurs que j'ai refusés tout de suite au producteur en disant non, il est trop bourge. On ne peut pas l'imaginer en jean avec des boots. Aussi bien Marc que Eric, que Gérard, que Bernard, que Jean-Pierre, on sent... Et moi, qui vient vraiment de la classe moyenne, oui, ça se sent dans le fait de faire comme ça 3 films avec les mêmes acteurs et tout ça. C'est que quand on arrive au 3, il est Alex. Et il connaît beaucoup mieux Alex que moi. Donc moi, quand j'écris la scène, je sais qu'il va être formidable. Je suis viré de chez moi dans ce film-là ou dans le film d'après? C'est dans celui-là, dans le 3. Dans le 3. Je la retrouve à la fin. Et j'ai la discussion avec ma fille, c'est ça. C'est un film qui est très riche pour moi parce que, tu vois, je me fais virer, j'ai un peu la queue entre les jambes et j'ai surtout mal. Je suis mal parce que tout s'effondre, quoi. Ma femme me vire, ma fille, elle me vire. Tout le monde me vire, quoi. Mais je retrouve ce gosse, je sais pas quoi en foutre. Puis en plus, ma secrétaire, elle est géniale. Comment elle s'appelait déjà? Marianne Biard. Et quand tu dis en parlant de ses seins, ils ont encore grossi, c'est magnifique. Non, mais elle est géniale. Elle est fantastique. Honnêtement, c'est une actrice formidable. Il faut que je précise, ça par exemple, Marianne Viard, c'est une copine à moi d'il y a longtemps. Donc, c'était elle qui, dès le début, j'ai écrit le personnage de la secrétaire pour elle. Fantastique. Et elle m'annonce, avant de tourner, qu'elle est enceinte. Donc elle est réellement enceinte. Et donc, c'est pour ça que j'invente, où ils lui disent encore grossier et tout ça, et que du coup, c'est du vécu, dès le 1, je prépare, en espérant faire le 3, je prépare que ce sera son fils. Mais la chose vécue si elle aussi... n'avait pas été enceinte dans la vraie vie, ben, j'aurais pas écrit ces scènes-là. C'est drôle. La chose vécue aussi, c'est que dès la lecture du premier Cœur des Hommes, un d'entre nous perd son père. Ou sa mère. Et dans le film, il perd son père. Et là, d'un coup, le film nous rentre dans la vie, nous rentre dans la peau. Et on est tous devant Jean-Pierre. Oui, c'est lors de ce fameux week-end où on va en lecture. On est vraiment... le premier soir, on est dans les trucs, et il y a Daroussin qui rentre et qui... Et dans celui avec ma fille, avec la conversation à table, elle perd son frère. Le fils de Patrick Chenet, c'est la fille de Patrick Chenet. Et du coup, dans le film, ça pèse. La conversation n'est plus la même. Peut pas être la même. Elle est chargée de cette émotion. Et dans les 2 films, ça a compté, ça. Voilà, le coup de Daroussin, c'était quand même sidérant, puisqu'on avait joué l'après-midi même la scène où il apprend la mort de son père au téléphone. Et 2 heures après, il rentre et il a perdu sa mère. Sur une note un peu plus légère, j'adore les scènes où ils se réunissent pour l'auto sportif. Alors,
c'est vraiment des rôles de composition, parce que Daroussin, je le sais, parce qu'il est tout le temps à côté de moi au stade Vélodrome, je le vois souvent, est supporter du PSG, et Darmon, qui est un fervent supporter du PSG, tu en fais un supporter de l'OM. Oui. C'était Ça n'a voulu, pas c'était été drôle. fait exprès. Non. Non, puisque quand j'écris, je ne sais pas que ça va être Daroussin qui va jouer et tout ça. Donc c'est écrit comme ça, quoi. Et donc c'était rigolo quand on s'en est rendu compte. J'ai dit bah oui, tu vas faire semblant. Mais ça les a amusés aussi, évidemment. L'un de faire un supporter du PSG, l'autre de faire un. Et les deux autres, parce qu'il y en a un sportif qui est prof de gym, et moi. Ce qui me fait rire, c'est d'être là, j'en ai rien à foutre des équipes. Et c'est pour ça que le sport était important dans le film. Non pas parce qu'on a un bureau avec des affiches et qu'on fait un journal, mais que le sport soit ancré dans le bar. Une encyclopédie dans le 3e. Qu'il soit ancré dans notre vie. Merci de nous avoir fait rire et de nous avoir émus comme le film de Marc. Non, mais Marc était un grand cinéaste et il faut qu'il tourne encore parce que c'est important. Absolument, et tournez encore ensemble, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien tourner avec Marc. Vous faites du beau travail. Mais avec d'autres, avec Marc et d'autres acteurs et d'autres actrices. Bien sûr, bien sûr. Ouais, on voit que Marc a été nourri à tous ces films qu'on a aimés. Et la preuve, c'est qu'on aime ces films. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un bijou de vos filmos. Marc, tu as touché une fois de plus mon cœur de podcasteur en revenant dans cette émission qui est ta famille, qui n'est pas ta maison. Marc, quel bonheur de te compter désormais dans la famille. Tu reviens, j'espère, très vite pour nous parler d'un autre de tes films, un film très très riche également. En tout cas, je vais peut-être plus en tourner d'autres. Le théâtre, c'est vraiment riche. Il y a des metteurs en scène, il y a des choses. La littérature, c'est bien. La chanson, il se passe énormément de choses dans le rap, dans la variété, dans la pop musique. Je trouve que dans le cinéma, à part Gilles Lelouch qui fait des beaux films, à part Le Chien de la Casse dont je te parlais tout à l'heure, il y a quelques films par an, avec tout ce que le CNC donne, tout ce qu'ils produisent, c'est très léger, je trouve. De nos jours, beaucoup plus effectivement qu'à une certaine époque. Et donc, si tu veux, des Gatliff, des Esposito, des Schoendorfer, des Chabrol, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Tu as raison. Et donc, ça ne me donne pas envie. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. En particulier la chaîne YouTube Abracadapod avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenov, son Katia Lazareva. Il a du langage, monsieur. Voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, je suis sûrement un vieux con, mais le podcast du soir en famille, c'est oui. Alors, à toi, Marc, à toi. Marc Esposito, un podcast comme ça, ça fout les jetons. Magnifique. Non, moi je dirais une phrase de Maurice Biraud. Je dirais les fourmis me trouveront assis. C'est beau. Parfait, je suis Jean Weber, le podcasteur qui préférerait une chatte. Et maintenant, parce que j'aime bien me taper la honte en public, Gwyn ta grand-mère, c'est une Gwyn ta grand-mère. Gwyn ta grand-mère, c'est une Gwyn ta grand-mère. Chatte dans le miroir. Merci en tous les cas d'avoir chanté. J'ai vu ta chatte dans le miroir. Vous voulez pas qu'on raconte d'où ça vient, ce truc? Ah bon, j'aimerais bien, ouais, bien sûr. Parce que c'était une chanson de musicien, c'est Marc, sur le tournage. Ça vient de toi alors, ouais. C'est Marc qui l'a chanté. Sgeg dans le couscous. Et donc les quatre l'a chanté quand ils attendaient que je dise moteur, action, tout ça. Dans le rétro. Et du coup, je me suis dit, bon, on va la mettre dans le mariage où ils montent, ils vont chanter. Ouais. Et là, je me suis dit, ça le faisait pas. C'était trop vulgaire. Tu l'as mise après dans Les quatre, dans le 3. Dans le 3, il y a un petit passage. Je l'ai coupé et c'est dans les bonus du 1. Et je l'ai remise quand ils sortent du casino dans le 3 avec un Mostino où ils l'apprennent à une Mostino. Extraordinaire. Mais c'était une chanson qui était sur le tournage. Non, mais on l'a chantée à l'Olympia. À l'Olympia, oui. Mais c'est pas une chanson qui passerait beaucoup aujourd'hui, c'est plus tendance. Pas sûr, effectivement. On ne sait plus s'amuser.